Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Est-ce que tu aimes la vanille? La vanille est la deuxième épice la plus chère après le safran, ce qui la rend très susceptible à la falsification. Alyssa Hervouet révèle les secrets qui se cachent derrière chaque gousse de vanille. Son aventure commence par un stage en Indonésie où elle découvre les subtilités de la cannelle. Ce premier contact avec les épices la fascine et ouvre la voie à une carrière dédiée à l'exploration et à l'innovation dans le secteur des plantes aromatiques. Alors qu'elle travaille en Indonésie, elle est captivée par l'importance des épices, non seulement dans la cuisine, mais aussi pour leurs propriétés médicinales. Cette passion l'amène à Madagascar, où elle développe une nouvelle méthode de transformation de la vanille. Ce procédé permet d'améliorer la qualité et l'arôme de la vanille, ce qui révolutionne l'industrie et contribue à renforcer l'économie locale en valorisant le savoir-faire des producteurs malgaches. Alyssa explique l'importance de la pollinisation manuelle de la vanille, une pratique laborieuse qui nécessite précision et patience, chaque fleur étant pollinisée à la main pour produire une gousse. La demande mondiale étant bien supérieure à ce que la production naturelle de vanille peut fournir, les industriels utilisent des arômes synthétiques ou mélangent de la vanille épuisée pour réduire les coûts, ce qui pose des problèmes d'authenticité et de transparence pour les consommateurs. Découvre tous les secrets de la vanille dans ce dernier épisode de Nutstalk. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute. Tu travailles dans le secteur des PAPAM. Est-ce que tu peux nous dire ce que cela signifie? OK. Alors, les PAPAM, en fait, c'est l'abréviation pour, plantes aromatiques, plantes à parfum et médicinales. Parce que souvent, en fait, une plante, aromatique, elle va avoir, un pouvoir, odorant qu'on va pouvoir utiliser en parfumerie, mais aussi surtout des vertus, médicinales, comme c'est le cas de beaucoup, d'épices. C'est souvent, en fait, les épices les plus connues pour leurs vertus, aujourd'hui, ça va être, le curcuma, le gingembre, la cannelle, qu'on va facilement intégrer, nous, dans notre quotidien, pour des petits remèdes, maison de grand-mère, comme on dit. Et toi, ça fait combien de temps que tu travailles dans ce milieu-là? Alors ça va faire, presque 10 ans. J'ai découvert le secteur un peu par hasard à l'occasion d'un stage, que j'ai fait en Indonésie, sur la production de cannelle. C'est comme ça que j'ai découvert, le secteur et que je suis un peu, tombée dans la marmite, comme on dit. Je suis devenue un peu une passionnée des, épices. Parce que c'est un sujet qui est complexe, tant autant, au niveau du rôle qu'elles ont joué, dans l'histoire, dans les échanges, internationaux, qu'aujourd'hui la place qu'elles occupent, dans nos sociétés et dans notre alimentation. J'aimerais savoir pourquoi tu t'intéresses précisément déjà au sujet de l'alimentation en général et pourquoi tu t'es spécialisé dans les épices. Alors le sujet de l'alimentation, finalement, c'est une continuité pour moi des problématiques, agricoles. En fait, quand on travaille dans l'agriculture, qu'on se soucie de la manière, de produire, de l'impact, sur l'environnement, l'alimentation, on est au bout de la chaîne. C'est, pourquoi produire, des, aliments, sains? C'est pour, d'un côté, l'environnement, préserver, la biodiversité et la planète, mais c'est aussi, pour nous, pour, bien se, nourrir et ingérer, des aliments qui sont bons pour nous et qui sont pas, nocifs. Donc, ça a été un peu, c'est un peu comme ça que je me suis intéressée, à l'alimentation et puis aussi, en fait, le fait de travailler, à l'étranger, dans des pays dits en développement, auprès d'agriculteurs qui, souvent, finalement, vivent dans des conditions, un peu rudimentaires et n'ont pas accès à une alimentation, très diversifiée, et complète.
on se rend compte en fait de l'importance de l'alimentation. Et ensuite, pourquoi m'être spécialisée dans les PAPAM? Bah, c'est justement en fait, du fait de cette complexité du sujet, tant au niveau des pratiques agricoles parce que les plantes aromatiques, elles s'intègrent dans des, systèmes de production, souvent qui sont assez complexes parce que ça marche bien, en association avec d'autres productions, donc en agroforesterie notamment. Et les process de transformation, ils sont très variés parce que tu peux avoir des épices qui sont, juste simplement séchées. Il y a les, process de distillation pour en faire, des huiles essentielles et ensuite les domaines d'application, bah, c'est en alimentaire, en pharmaceutique, en cosmétique et donc ça me permettait de garder le champ des possibles, totalement, ouvert et bah, de savoir que tout au long de ma carrière, j'aurai l'occasion de travailler sur des sujets, très différents et donc bah, d'en apprendre, tous les jours. Tu as parlé d'alimentation, de faire attention à son alimentation. Pour toi, c'est quoi, bien manger? Alors, bien manger, bah, justement, j'en discutais, il y a la question de manger et de nutrition, souvent ça les gens n'abordent pas la chose forcément de la même manière. Pour moi, bien manger, c'est déjà manger à sa faim, et c'est, avoir la chance de manger des aliments frais, donc ce qui implique, de manger des aliments qui ont été, produits à proximité, récoltés à maturité et donc, en fait, pour en bénéficier, de tous les nutriments, quoi, d'avoir un produit de qualité qui nous apporte, bah, tous les nutriments, dont on a besoin. Donc tu es spécialisé dans les plantes aromatiques à parfum et médicinales et aujourd'hui, on va parler plus, spécifiquement de la filière de la vanille. Alors, c'est quoi exactement la vanille? Alors la vanille, c'est, aujourd'hui, on l'appelle, la reine des épices. C'est la seconde épice la plus chère au monde après, le safran et c'est aujourd'hui, en France, le parfum, préféré des Français, donc c'est un produit, qu'on retrouve, partout, que tout le monde a l'impression de connaître, mais finalement, c'est un produit qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et surtout, c'est l'une des dernières épices qui est arrivée sur la table, des Européens. Donc même si les épices, elles ont fait l'objet, d'échanges internationaux, depuis, plusieurs siècles, voire même, des millénaires. La vanille, c'est vraiment l'une des dernières arrivées et pourtant aujourd'hui, c'est l'une des plus importantes, dans la consommation, des Français, du moins son arôme et en fait, la vanille, c'est, le fruit d'une orchidée qui, à la base est originaire, d'Amérique centrale donc au niveau de la zone, on dirait que c'est le Mexique, actuel mais qui pourtant aujourd'hui est essentiellement, cultivé à Madagascar, qui est, donc aujourd'hui le premier producteur, mondial de vanille. Tu as parlé de fruits, tu as parlé d'épices. Du coup, la vanille, c'est en même temps une épice et en même temps un fruit? Oui, parce qu'en fait des épices enfin une épice, ça peut provenir de plusieurs parties, d'une plante. Tu as, je sais pas, bah, tout à l'heure je parlais du gingembre, tu vois? Le gingembre, c'est, la racine, d'une plante. La vanille, ça va être le fruit, d'une plante. La cannelle, ça va correspondre à l'écorce, du cannelier. Donc, les épices, elles peuvent correspondre à plein de parties de plantes, différentes. Mais donc la vanille, c'est le fruit du vanillé. OK. J'aimerais un peu plus de détails concernant un peu, ben, la récolte de la vanille, la pollinisation, tout ça. Comment ça se passe? Ouais, donc en fait, dès qu'on s'intéresse, au mode de production de la vanille, on comprend pourquoi c'est, une épice, si chère. Parce qu'en fait, c'est une épice qui demande, beaucoup de temps pour être, produite. Donc le vanillé, c'est, une liane et sur une liane, tu vas pouvoir produire à peu près, entre, 100 et 150, donc gousses de vanille, parce qu'une liane, donc elle fleurit en général, 1 fois dans l'année. Il y a certaines régions du monde où ça elle va pouvoir fleurir 2 fois dans l'année, mais bon, dans la majeure partie des cas, elle ne fleurit qu'une seule fois dans l'année et en fait,
une fleur est égale à une gousse de vanille. Et comme je disais tout à l'heure, le vanillé à la base, il est originaire, donc plutôt d'Amérique centrale et donc il y a que dans cette zone que le pollinisateur, existe et donc partout ailleurs dans le monde, en fait, partout où tu dois cultiver de la vanille hors de cette zone, la pollinisation, des fleurs, elle se fait, à la main de l'homme et une fleur est égale à une gousse. Donc déjà, en fait, il faut savoir que derrière une gousse de vanille, quand on la consomme, il y a forcément une petite main humaine qui est passée pour polliniser une fleur de vanille et la fleur de vanille, elle ne fleurit que durant une matinée. Donc ça, déjà, il faut pas louper, le moment où elle est ouverte et à partir du moment où tu as pollinisé, la fleur, il faut attendre 9 mois pour que la gousse se développe et arrive à maturité. Donc là, déjà, tu es sur un bon temps d'attente, donc le temps d'une grossesse finalement et une fois que tu as récolté la gousse de vanille, tu as un process de transformation qui dure minimum 5 à 6 mois pour vraiment révéler les arômes de la vanille. Parce qu'en fait, la gousse de vanille, au moment où tu la récoltes, elle va avoir une couleur, plutôt verte, jaune et elle, ne va quasiment rien sentir. C'est vraiment tout le process de transformation qui va faire que les arômes de la vanille vont se, développer. Et donc ça demande une maîtrise et une technique, un savoir-faire, particulier. Le vanillé, quand on le plante, il met combien de temps avant de pouvoir donner, ses premières fleurs et donc, ses premières gousses? Il met environ, 3 ans et donc on fait, la reproduction, par bouturage. Donc tu vois quand, toi tu consommes une gousse de vanille, que tu l'ouvres, tu vois plein de petits grains noirs, c'est les graines de la vanille. Ces graines-là, elles ont, pas de rôle, organoleptique, donc elles ont pas de réel parfum. Mais, la reproduction d'une gousse de vanille à partir de ces graines est très compliquée. Donc en fait, la majorité, de la reproduction se fait par bouturage, des lianes. Le, Tu as parlé, que les personnes, le font à la main. Ouais. Comment ils font exactement? Est-ce qu'ils prennent, je sais pas, un cure-dent et puis ils prennent un petit peu de pollen et puis ils le mettent, comment ils font? Beh, c'est un peu ça. En fait, la fleur de vanillé, elle est hermaphrodite, donc c'est-à-dire que, elle possède, à la fois l'organe mâle et l'organe femelle. Mais il y a une petite membrane qui sépare, les 2 organes, ce qui fait qu'elle peut pas s'auto-féconder. Donc il faut l'action en fait, soit d'un insecte pollinisateur, soit, la main de l'homme qui va venir en fait, soulever cette petite membrane qui sépare l'organe mâle et femelle pour mettre les 2 organes, en contact et faire que, l'autofécondation, se produise. Et donc, oui, là, on va dire, on déchire une partie de la fleur et on vient, donc grâce à soit une aiguille, un cure-dent ou bien même une petite épine, surélever cette membrane et pincer, ensemble l'organe mâle et l'organe, femelle. D'accord, ah oui, donc effectivement, ça prend, un temps, faramineux. J'ai Ouais. quelques chiffres, tu vas me dire si c'est exact. Il faut, 600 fleurs, enfin 600 fleurs doivent être pollinisées à la main pour produire environ 5 kilogrammes de gousses de vanille. Alors là, j'ai plus vraiment les chiffres, en tête, mais oui, grosso modo, en fait, il te faut, on va dire, je le fais dans l'autre sens, il te faut au moins, 6 kilogrammes de vanille, dite, verte, c'est-à-dire que tu viens de récolter pour produire 1 kilogramme de vanille, préparée. Parce qu'en fait, tout au long de son process de transformation, la gousse de vanille va perdre en poids parce qu'elle va perdre en eau. Au moment où tu la récoltes, elle est constituée à près de 90 d'eau. Et donc comme je disais, elle est verte et elle est un peu jaune et non odorante et tout au long du process de transformation, en fait, le jeu, c'est d'essayer de conserver un petit peu d'humidité dans ta gousse de vanille, mais pas trop parce que sinon tu prends le risque qu'il y ait des champignons et des moisissures qui se développent. Mais donc de la sécher quand même, en fait, un petit peu pour pouvoir la conserver, dans le temps. Donc à la fin, tu vas te retrouver avec une gousse de vanille
qui aura, au maximum, 35 d'eau. Et donc voilà, tu perds en poids, au fur et à mesure, du temps. Donc on Et a mais, planté ouais, vas-y. ouais. Non, oui, juste, ce que je voulais rajouter tout à l'heure quand je parlais de la pollinisation, qui se fait, à la main, c'est que, à Madagascar, c'est surtout des femmes, qui se chargent de la pollinisation et du coup, on les appelle, les marieuses et voilà et une marieuse peut, polliniser en une matinée entre 1 000 et 1 500 fleurs. Ah oui, OK. Voilà. Mais c'est parce qu'elle a pris l'habitude. Si toi et moi, on passait, dans le champ, pour faire la pollinisation, on mettrait beaucoup plus de temps et on polliniserait, moins de fleurs. Ah bah, moi, je pense que je saccagerais plus de fleurs que je n'en polliniserais. Mmh, Donc du coup, on plante, les vanillés, on attend 3 ans avant qu'ils fassent, leurs 1res fleurs, on les c'est ça. pollinise, il faut attendre encore 9 mois pour qu'ils aient, leurs 1res gousses qu'on les récupère et du coup, après ça, on les fait sécher pendant combien de temps? Bah, alors c'est pas un simple séchage. Là, encore une fois, pour la transformation, tu plusieurs étapes. En fait, l'une des premières, c'est de stopper le développement, qu'on dit végétatif, de ta gousse. Parce que, la gousse de vanille, c'est un peu comme, la banane. Une fois que tu l'as récoltée, son processus de maturation, se poursuit. Et donc en fait, si tu l'arrêtes pas, donc elle va continuer à, donc à maturer et en fait, quand elle atteint son pic de maturation, la gousse de vanille, donc l'espèce qu'on cultive à Madagascar, elle est déhiscente, c'est-à-dire que quand elle arrive à maturité, elle va se fendre en 2 naturellement parce que donc on parle de gousse, mais si on voulait être vraiment, respecter les termes botaniques précis, on devrait parler de capsule. Et donc en fait, voilà, cette capsule à maturité, elle va, se fendre en 2 et aujourd'hui, bah, nous, le consommateur, il connaît la gousse de vanille, entière, bien fermée. Donc l'objectif, c'est de récolter au plus proche de ce pic de maturité, mais pas après le pic de maturité parce que sinon, la gousse, elle est fendue en 2 et elle est, moins belle, moins commercialisable, on va dire. Et donc la première étape, c'est de stopper ce développement végétatif et en fait, ce développement végétatif, on le stoppe par, ce qu'on appelle une étape, d'échaudage. Donc on trempe les gousses de vanille dans de l'eau chaude autour entre, 60 et 65 °, pendant 2 à 3 minutes. Parce que alors ce processus, l'application de cette chaleur, en fait, va faire que, ça va casser les cellules enfin les membranes des cellules de la gousse de vanille. Donc ça va stopper son développement végétatif. Tu vas t'assurer que ta gousse, bah, va rester entière et ne pas se fendre en 2. Et en même temps, en fait, ça va amorcer tout le développement des molécules, aromatiques de la vanille. Parce que la molécule aromatique de la vanille la plus connue, c'est la vanilline. Et donc c'est quand on récolte la vanille, cette molécule de vanilline, elle est accrochée à une molécule de glucose. On parle de glucovanilline et donc la glucovanilline n'est absolument pas odorante, alors que la vanilline toute seule l'est. Et donc voilà, via l'action de la chaleur, le fait que, tu casses les membranes de la cellule, tu vas avoir des réactions enzymatiques qui vont se mettre en place et tu vas permettre en fait la scission de, de cette liaison qui existe entre la molécule de glucose et la molécule de vanilline. Mais là, je te parle de la vanilline, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une gousse de vanille, il y a plus de 200 types de molécules aromatiques, qui existent, ce qui en fait sa complexité. Mais aujourd'hui, nous, enfin l'homme de manière synthétique, ne sait «reproduire» entre guillemets que la molécule de vanilline. Donc ça, on le verra peut-être plus tard dans la discussion, mais quand souvent on achète une glace à la vanille en France, en fait, on a utilisé un arôme, artificiel, et en fait, on a mis que l'arôme de la vanilline. Donc finalement, on a mis qu'un seul des types des arômes qu'on retrouve dans une gousse de vanille, donc c'est un goût qui est tronqué, c'est pas le vrai goût de la vanille. Si tu goûtes une glace qui est faite avec une vraie vanille ou une glace qui est faite à partir de vanilline, le goût ne sera pas du tout le même. Ouais, je vois et du coup, qu'est-ce qui rend la vanille de Madagascar, unique? Est-ce que c'est, cette vanilline, avec, toutes ces molécules, complètes ou est-ce qu'il y a d'autres, caractéristiques? Hem
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la vanille, il y a 3 types d'espèces qui sont vraiment, cultivées pour être, ensuite, commercialisées. Donc il y a la vanille qu'on retrouve, à Madagascar, c'est, la vanille, planifolia. C'est la plus connue parce que, aujourd'hui Madagascar, c'est le premier producteur, mondial, donc c'est eux qui font les plus gros volumes. Et donc c'est celle qu'on retrouvait, à l'origine, au Mexique. C'est la variété enfin, c'est l'espèce de vanille qui est la plus chargée en vanilline, qui a le taux en vanilline le plus élevé. Ensuite, tu vas avoir, la vanille, tahitensis, donc c'est celle qui est, surtout cultivée, à Tahiti, et aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais donc là, les quantités, elles sont moindres. Et ensuite, tu as, la vanille qu'on appelle pompona, elle, qu'on va retrouver un peu, plutôt, aux Antilles. Et en fait, ce qui va changer, d'un point de vue, visuel, déjà, les gousses de vanille, ne vont pas se ressembler. La vanille de Tahiti, c'est la plus longue, donc elle va faire facilement plus de 20 centimètres et elle va être plus charnue, plus grosse. Elle va avoir des arômes qui sont, différents et en termes de taille, au milieu, tu vas avoir, la vanille de donc planifolia qu'on retrouve, à Madagascar et la plus grosse, c'est celle des Antilles, la pompona, qui elle, en fait, est beaucoup plus courte et beaucoup plus charnue et on l'appelle même parfois, la vanille, banane tellement elle est grosse. Mais donc, en termes d'arômes, tu vas pas retrouver les mêmes molécules, aromatiques. Elles vont pas avoir le même parfum, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, la vanille planifolia, donc qu'on appelle aussi, vanille bourbon, à Madagascar ou à La Réunion, elle va être très utilisée en pâtisserie. La vanille de Tahiti, il me semble qu'elle est plutôt préférée par les, parfumeurs et la pompona, elle est vraiment, elle est encore, peu connue. Hem mais donc ce qui fait la particularité de la vanille de Madagascar, c'est qu'en fait, à Madagascar, ils ont vraiment développé un savoir-faire au niveau de la transformation. Parce que tu vois, en fait, un des pays concurrents de Madagascar en termes de quantité, produite, de vanille, ça va être l'Indonésie. Mais à la différence, de Madagascar, les Indonésiens n'ont pas tout ce savoir-faire, au niveau de la transformation de la vanille. Tu peux produire, de la vanille, mais si tu sais pas la transformer, en fait, tu sauras pas révéler tous ses arômes et tous ses parfums. Et donc c'est vraiment, en fait, ce savoir-faire, malgache qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la vanille de Madagascar, elle est autant reconnue, dans le monde. Ah, je vois, ouais. J'aimerais revenir un petit peu sur, la production, de la vanille. Est-ce qu'il y Oui. a, des défis spécifiques, aux régions, et encore plus aujourd'hui avec un peu le changement climatique? Quelles sont, leurs difficultés, suivant, les régions? Ouais. Ouais. Alors en fait, à Madagascar, la vanille, elle est, produite, essentiellement dans le nord-est, du pays. Donc tu as, c'est à peu près, ouais, ça doit être, au moins 70 en fait de la production mondiale de vanille, qui provient du nord-est, de Madagascar. Donc c'est la région la plus riche de Madagascar, du coup, vu que, la vanille, c'est un produit qui peut coûter extrêmement cher. Mais, faut pas s'imaginer une région, extrêmement, développée parce qu'on reste quand même dans le 5e pays, le plus pauvre du monde et c'est une région qui est, extrêmement enclavée. Donc, tu as très peu d'infrastructures qui sont développées, tu as qu'un seul, axe routier, goudronné, qui longe le littoral, tout le reste, c'est que de la piste. Donc, même pour accéder aux zones de production, c'est des zones qui sont très enclavées. Et en fait, comme, toute la zone de l'océan Indien, cette région est sujette aux cyclones. Donc là, tu vois, il y a pas c'était quoi la semaine dernière? C'est, La Réunion qui a été, Ouais. touchée par un cyclone. Mais tous les ans, en fait, ça arrive que Madagascar soit touché par des cyclones
Ce qui fait qu'à ce moment-là, les plantations sont souvent détruites. Donc, avant même, voilà, ces problématiques de changement climatique, il y a toujours eu en fait des cyclones, là depuis que la vanille est cultivée, à Madagascar, qui fait que, tu as des destructions des plantations. Après Madagascar, voilà, ça reste, un pays aussi qui a été sujet, aux crises politiques. En fait, la filière de la vanille, c'est aussi une filière, qui est sujette à la spéculation. Donc en fait, c'est une filière qui est extrêmement instable, où d'une année à l'autre, tu vas y voir une forte variation, des prix. Ce qui fait aussi qu'en fait, il y a pas mal d'autres régions du monde où les producteurs, abandonnent la culture de la vanille parce que quand les prix, chutent totalement, que la vanille n'est plus du tout rentable pour l'agriculteur, souvent en Indonésie, les agriculteurs, ils ont tellement d'autres, possibilités de production qu'ils abandonnent la vanille, ils se tournent vers d'autres productions et en fait, ce qui fait que, les quantités produites, annuelles aussi, elles fluctuent, énormément. Soit en fonction des choix des agriculteurs, en fonction, des aléas climatiques, s'il y a eu, un cyclone, ça va changer. Mais donc Madagascar, en fait, malgré ces crises-là, a toujours continué à produire, de la vanille, ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'eux ont, su maintenir ce savoir-faire au niveau de la transformation. Et qu'aujourd'hui, ça reste aussi, l'origine, favorite pour les industriels, qui utilisent de la vanille parce que pour eux, c'est pas si simple que ça de changer, à la fois leur recette, et leur marketing. À partir du moment où ils ont, fait un marketing, sur de la vanille, pure origine, Madagascar et tu peux pas changer tout ton packaging, du jour au lendemain, si tu veux te fournir, ailleurs. C'est Et ce au qui niveau de sauve un l'agriculture petit peu Madagascar, aujourd'hui. et d'ailleurs, au niveau de l'agriculture, est-ce que, l'utilisation, de pesticides est excessif ou pas forcément? Alors, non, parce que, bon déjà Madagascar, bon comme on le disait, hein, c'est un pays qui est relativement pauvre et donc les agriculteurs déjà, ils ont pas accès aux intrants, chimiques et quand bien même ils auraient accès, aux intrants chimiques ou auraient les moyens de s'offrir, ces biens-là, après, il faut savoir les utiliser et souvent, en fait, la connaissance et la maîtrise, des intrants chimiques, elle est mal connue par les agriculteurs et sauf que si tu appliques, par exemple, trop d'engrais ou trop de pesticides, tu prends le risque de brûler ta production, en fait et de tout perdre. Ce qui fait qu'en fait, souvent à Madagascar, on dit que, le vanillé, il est trop sensible pour, l'utilisation de pesticides, mais c'est aussi en partie parce que les gens ne maîtrisent pas bien les dosages et en fait, donc on peut considérer que, la quasi, totalité de la production de Madagascar est faite de manière, biologique, mais les contaminations qu'il peut, y avoir, en fait, elles vont survenir, plus tard dans le process. Ça va pas être au moment, de la production, mais ça va être plutôt au moment de la transformation de la vanille parce que, en fait, on considère qu'une gousse de vanille, elle est manipulée à peu près, 300 fois avant d'être, consommée. Donc, tu te doutes bien qu'au niveau, des normes, d'hygiène, c'est là où il faut avoir, des mains bien lavées pour éviter la contamination et en fait, ces dernières années, il y avait, au niveau de la vanille, un souci avec, la permétrine qui est, une molécule qu'on retrouve en fait sur les moustiquaires, imprégnés qui étaient distribués en fait dans la région pour éliminer un petit peu les risques de malaria, de paludisme et en fait, cette permétrine, elle est tellement résistante que, tu as beau te laver les mains, plusieurs fois, tu retrouves toujours des résidus sur tes mains. Donc en fait, il suffisait que, les transformatrices de la vanille, chez elles, elles aient, une moustiquaire, tu vois? Simplement pour dormir, mais le matin, tu la manipules, parce que, pour sortir de ton lit et même si tu te laves, 2-3 fois, les mains,
tu continues à avoir des résidus sur tes mains et donc si après toute la journée tu manipules des gousses de vanille, en fait, la contamination, elle se faisait comme ça. Oui et du coup, s'il y a 300 manipulations, effectivement, si à chaque fois il y a un petit truc qui s'ajoute, à la fin, on a une bonne gousse de vanille, elle est plus polluée, qu'autre chose. Ouais, voilà, mais après, en fait, on considère qu'il y a pas de réel risque, sanitaire à consommer une gousse de vanille, tu vois, qui pourrait être un petit peu, contaminée, que ça soit par, la permétrine ou par un autre, agent chimique. Parce que, en fait, on en consomme, des quantités, minimes. Tu vois? C'est pas comme, quand tu, vas manger, vraiment un légume ou, te faire tout un ou une salade qui aurait été traitée. Là, tu en manges, des grosses quantités. Une gousse de vanille, déjà, c'est rare que tu en manges tous les jours et ça reste qu'un tout petit peu donc les risques sanitaires sont vraiment limités donc en fait, l'idée d'aller acheter une gousse de vanille qui serait certifiée, agriculture biologique, ça serait plus pour, une démarche, finalement, plutôt malgré tout sociale. Parce qu'en fait, avec la certification agriculture biologique, tu as tout un process de traçabilité et souvent, en fait, tu as des programmes de prix minimum auprès du producteur. Donc ça va être plutôt, tu vas plutôt finalement, jouer sur cet impact, social et au niveau du revenu du producteur qu'un impact, réellement, soit pour, la planète ou toi pour ta santé. Tu as parlé des prix, donc du coup Madagascar, c'est un pays, pauvre, même peut-être, très pauvre, Mmh. et la vanille, c'est un produit qui coûte extrêmement cher. Bah, alors Ouais. où va l'argent? Alors, suivant les années, il peut quand même, revenir, au producteur, hein, mais forcément, en fait, comme, dans quasiment toutes les filières, agricoles, le producteur n'est pas celui qui reçoit, la plus grosse partie du revenu du produit. Et sur la vanille, on va dire que tu vas avoir le producteur, au niveau de la structuration, tu vas avoir le producteur, tu vas avoir le transformateur, parce qu'il est rare que, le producteur puisse à la fois être transformateur parce qu'en fait, les activités, le calendrier de travail va se chevaucher. Donc les producteurs, ils vont toujours, commencer à transformer un petit peu leur vanille, mais ils vont pas pouvoir, se concentrer sur une activité, et de production et de transformation. Du coup, les activités, elles sont souvent séparées. Donc tu vas avoir le producteur, le transformateur. Le transformateur, il peut être aussi à la fois collecteur et après tu vas avoir l'exportateur et ensuite, tu vas avoir, les industriels, en Europe ou en Amérique qui soit vont faire de la commercialisation, de gousses entières, soit vont faire, la transformation de la vanille, notamment, en extrait de vanille. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que finalement la commercialisation de gousses entières, ça représente quoi? Peut-être, 10 des volumes. La majorité de la vanille qui est produite aujourd'hui, elle est destinée à la fabrication, d'extrait de vanille. Mais donc, pour revenir sur les prix de la vanille, heu, donc comme je le disais, hein, c'est, les prix fluctuent, énormément. Tu vois, en 2018, on a atteint un pic où, la vanille coûtait, 600 € le kilo, mais même à Madagascar. Donc tu vois, quand les prix atteignent de tels niveaux, le producteur, il va quand même être bien payé. C'est pas celui peut-être qui va être le mieux payé dans toute la filière, mais il va quand même être bien payé. Mais là, tu vois, les prix, ils rechutent et il y a des années où, la vanille ne coûte plus que, 50 $ le kilo et donc là, clairement, le producteur, le prix de la vanille ne lui permet pas de vivre, correctement. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Pourquoi alors tu auras peut-être pas la réponse, mais du coup, pourquoi c'est pas le producteur qui fixe déjà un prix, de base
pour, ces plantations, pour lui permettre de vivre? Est-ce qu'il est trop, martelé par, les industriels ou les exportateurs? Pourquoi? Non, tu vois, la responsabilité des prix bas ne vient pas forcément ou pas uniquement des industriels et des importateurs. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Mais comme dans toutes les filières, en fait, le producteur a souvent, des difficultés à faire, entendre sa voix. Là, en fait, il faut bien t'imaginer que, les producteurs de vanille, comme je te disais, c'est des régions qui sont extrêmement, enclavées. Tu es souvent dans des villages qui ont, même pas accès, à l'électricité. Donc, tu te doutes bien qu'ils ont pas accès, à internet et donc l'agriculteur lui-même ne sait pas forcément, quel est le prix de la vanille, en Europe. Donc, pour fixer enfin c'est très difficile en fait pour les agriculteurs d'imposer un prix minimum. Le gouvernement malgache, ces dernières années, a essayé de fixer, un prix minimum, mais qui était un petit peu, déconnecté, des prix qui étaient pratiqués, sur le marché, international et du coup, ça a été aussi en fait, une période, assez compliquée où là, pour le coup, les industriels s'étaient un petit peu, détournés de la vanille malgache pour essayer, de s'approvisionner, dans d'autres pays où les prix étaient moins élevés à cette période-là. Donc tu as pas mal de facteurs qui rentrent en considération, mais en fait aussi paradoxalement, c'est plus les prix, de la vanille, sont élevés, moins la qualité est bonne. Parce que comme on le disait, voilà, Madagascar, c'est un pays extrêmement pauvre et quand, tu as un produit agricole, qui atteint, de tels prix, forcément, ça attise les convoitises et en fait, il y a des quand les prix sont très élevés, il y a pas mal de cas de vol de vanille directement dans les champs des producteurs et donc pour, contrer, pour éviter le risque de se faire voler, souvent, les agriculteurs, les producteurs, récoltent avant que les gousses atteignent, leur taux de maturité et sauf que, comme pour, tout produit, à partir du moment où tu récoltes, avant maturité, forcément ton produit va avoir, moins de goût et la vanille va être aussi plus difficile, à transformer parce que donc tout à l'heure, je te parlais de la molécule de la vanilline qui joue un rôle aromatique, mais elle a aussi en fait, un pouvoir antifongique, donc c'est-à-dire qu'elle va pouvoir, elle va limiter le risque de développement de champignons et de moisissures, sur ta gousse. Du coup, elle joue, un rôle, qualité, très important et donc voilà, si on récolte avant maturité, la qualité, diminue. Est-ce que les enfants sont exploités? Parce qu'on sait en général que dans les pays pauvres, les enfants sont obligés de travailler parce que, les parents, c'est pareil, ils ont pas d'argent, donc ils font travailler les enfants. Est-ce que c'est le cas pour, la vanille? Donc dans le cas de moi, je connais surtout Madagascar, donc je peux pas te parler des autres pays. Alors les enfants en général, sont pas c'est pas comme dans la filière cacao où tu vas avoir beaucoup de scandales, de travail forcé, d'enfants. Dans la vanille, pas vraiment parce que, comme on le disait, c'est un produit qui est très sensible. La pollinisation, tu vois, déjà, ça demande un certain à la main, ça demande un certain, savoir-faire et pareil pour la transformation, ça demande un savoir-faire et donc finalement un savoir-faire que les enfants n'ont pas encore acquis. Donc on va dire, c'est pas la principale, problématique, à Madagascar. Tu as dit que le gouvernement, il avait, essayé de mettre un prix. Est-ce que, du coup, les communautés locales, sont vraiment impliquées dans la filière de vanille? Est-ce que c'est ce qui les fait vivre prioritairement? Et est-ce qu'ils essaient de pousser? Est-ce qu'il y a des associations qui leur permettent de faire entendre, leur voix? Oui, quand même. Je te disais que, pour les producteurs, c'était difficile, mais malgré tout, en fait, dans la région, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le nord-est de Madagascar, du coup, dans cette région-là, c'est toute la région qui vit au rythme, de la vanille. Les gens, ils sont soit producteurs, soit transformateurs, soit collecteurs, il y a toujours, il y a tou les personnes ont toujours une petite activité en lien avec la vanille et du coup, tu as des groupements qui existent.
Tu as souvent des échanges justement avec, le gouvernement. Tu as même des groupements, enfin, tu as des groupements de producteurs, des associations de producteurs, tu as des, groupements d'exportateurs aussi. Tout le monde en fait, discute et échange. Bon forcément, chacun a ses intérêts, donc essaye de tirer la couverture, vers lui, mais il y a quand même des organisations qui sont en place et même au niveau, en fait, en Europe, là, des industriels, il y a pas mal de programmes qui sont mis en place justement pour améliorer la traçabilité de la vanille et pour travailler en direct avec des associations, de producteurs. Donc pour, d'un côté, limiter les intermédiaires, donc limiter les coûts, mais aussi, en fait, avoir une meilleure rémunération du producteur et en même temps, via ces programmes-là, tu peux aussi travailler sur une amélioration de la qualité de ton produit avec des formations, aux producteurs sur, les bonnes pratiques, agricoles ou les bonnes pratiques de transformation et donc voilà, c'est vraiment en travaillant, main dans la main que, on arrive à avoir un produit de qualité, qui répond aux attentes, des consommateurs. Alors je ne sais pas du tout si la vanille elle a un gros impact au niveau de l'écosystème, environnant. Déjà, est-ce que, ça a un gros impact et quelles mesures sont prises du coup pour minimiser, ces impacts? Alors, moi, j'ai tendance à dire qu'à partir du moment où tu as une activité, agricole, tu as forcément un impact sur l'environnement parce que, de cultiver des terres, ça implique, forcément, l'utilisation d'un espace qui avant était, naturel donc une, dénaturalisation, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais de ton environnement. Donc, plus il y a de vanille cultivée, plus tu vas avoir, des surfaces, déforestées à Madagascar et ailleurs, dans le monde. Mais comme pour n'importe quelle activité, agricole. Ensuite, la vanille, c'est quand même une production, qui peut être, faite en association avec, d'autres cultures et qui doit être faite, en partie sous ombrage. Donc, et puis c'est donc, une production qui demande, beaucoup d'attention et beaucoup de main-d'œuvre. Donc tu peux pas produire en monoculture sur d'énormes surfaces. Donc tu as pas d'énormes champs de vanille, tu vois? C'est pas, tu auras jamais une situation comme, par exemple en France, dans la Beauce, avec, des énormes champs où là tu as que du blé, où là tu aurais que de la vanille, tu vois? C'est pas possible parce que bah, ça veut dire avoir suffisamment de main-d'œuvre pour, polliniser à la main et suffisamment de main-d'œuvre pour récolter, entretenir, transformer et ça, c'est compliqué donc j'aurais tendance à dire que c'est une culture qui peut avoir moins d'impact que d'autres, sur l'environnement. Mais après, voilà, la vanille, c'est une épice qui est subtile et on peut toujours se questionner de la réelle utilité de cultiver, et de cultiver, ouais, un produit qui pour le coup n'est pas essentiel à notre, nutrition. D'autant plus qu'en fait, la vanille, elle est cultivée à Madagascar, mais les Malgaches, ils consomment, pas la vanille qu'ils produisent. C'est vraiment un produit qui est destiné, à l'exportation. Mais c'est, dans un pays extrêmement pauvre, c'est une source de revenus. Donc tu vois, c'est toujours un peu, difficile de se positionner et de se dire, «Bon, ben, est-ce que la vanille, c'est bien ou mal, d'en consommer? C'est bien ou mal d'en cultiver?» C'est, c'est ni tout noir, ni tout blanc. Bah, si tout est fait correctement de l'agriculture, jusqu'à l'assiette, on peut en consommer. C'est sûr que, ben, pas f comme tu disais, avant, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais, si tout est fait correctement, je vois pas le de mon point de vue, hein, bien entendu, hein, Oui, parce que dans l'alimentation, pour bien manger, il faut aussi, bah, savoir se faire plaisir. Il n'y a pas forcément que toujours l'aspect nutritionnel, il y a aussi effectivement l'aspect mental. Donc quand on mmh mange quelque chose de bon, bah, effectivement, ça va quand même jouer aussi sur notre bien-être. Donc ça reste tout de même important. D'ailleurs, oui. comment on fait, pour, reconnaître, la qualité, une bonne vanille? Genre, moi je suis là, je suis au magasin, je sais pas, il y a plusieurs vanilles, comment je fais pour, reconnaître une bonne vanille? Ouais.
Alors, c'est une question, complexe. Tu vois, quand moi je suis arrivée à Madagascar, comme, tout consommateur français, je ne connaissais que la vanille, dite, gourmet, la vanille, noire. Et en fait, il faut savoir que, il existe, on va dire que on est les industriels ont catégorisé, ont fait des grades de vanille. Mais donc, tu en retrouves, 5 principaux, mais vraiment celui qui est destiné à la vente au consommateur final, c'est, donc la vanille dite, gourmet, le grade gourmet. Et donc ce grade gourmet, il a donc quelques caractéristiques. En fait, c'est une gousse déjà qui doit être, comme je te disais, entière, donc pas fendue en 2. Bon, ça, en général, on n'en retrouve pas quand même, sur les étals, en France. Mais ta gousse, elle doit être, d'une couleur, homogène, chocolaté, brun, noir. Plus c'est foncé, mieux c'est. Elle doit être, brillante. Ça veut dire qu'elle a encore un bon taux d'huile et elle doit être souple. Normalement, en fait, avec une gousse, gourmet, tu dois pouvoir faire un nœud avec. Souvent, on dit ça et ensuite, alors je sais pas si tu vas voir, mais j'ai quand même, récupéré moi une de mes petites gousses, dans mes stocks et en fait, tu le haut de la gousse, là, on appelle c'est, la crosse. Bah, le bout, il doit pas être déchiré, tu vois? Ça, c'est la partie qui était accrochée, en fait, on va dire à la liane pour simplifier et qu'on a décroché. Au moment du décrochage, tu peux abîmer, l'embout et donc là, l'objectif, voilà, sur une gousse gourmet, c'est que ton embout, il doit être nickel. Donc tu dois avoir une belle crosse. Ta gousse, elle doit être charnue, elle doit être, brillante, d'une couleur, homogène et souple et en fait, souvent ce qu'on voit, tu vois dans les supermarchés, c'est des gousses qui sont, très fines et elles ont des petites, stries, rougeâtres dessus et elles sont assez rigides donc elles vont être difficiles à travailler. Ça ne veut pas dire en fait que, elles ont pu être, partir de Madagascar sous le stade gourmet, mais en fait elles ont été conservées dans des mauvaises conditions et elles ont continué leur séchage. Donc forcément en séchant, ta gousse de vanille, elle va devenir de plus en plus fine parce qu'elle va perdre en eau, elle va se rigidifier et en séchant, elle va d'avoir tendance à prendre une couleur de plus en plus, rougeâtre. Mais voilà, normalement, si on veut, la commercialiser sous l'appellation, gourmet, voilà, elle doit remplir les critères, dont je t'ai parlé. Et du coup, quand on est au magasin, en général, on est derrière un emballage. Ouais. Comment on fait pour, interpréter peut-être les informations de l'étiquette? Ou alors est-ce qu'il y a des labels spécifiques, pour, vraiment, définir, une bonne qualité, pour la vanille? Tu as le l'appellation là, bon, c'est pas une appellation protégée, pas encore si je dis pas de bêtises, mais tu as l'appellation Bourbon, mais juste qui te garantit que en fait, l'appellation Bourbon, c'est pour les vanilles qui proviennent, des régions de l'océan Indien. Donc tu peux avoir Madagascar, La Réunion, mais donc en fait en général, ils jouent sur le marketing sur ça parce que, dans l'idée, la vanille, Bourbon est une vanille de bonne qualité. Mais c'est pas parce que, ça vient de Madagascar que c'est forcément une vanille de bonne qualité. Donc, qui est écrit, vanille, Bourbon, tu pourrais très bien avoir une vanille d'une autre origine qui, à un moment donné, pourrait être, de meilleure qualité. Ce qu'il faut vraiment regarder, comme je te disais, c'est son aspect. Enfin, moi, je dirais, l'essentiel, c'est de regarder si ta vanille, elle a l'air charnue ou pas. Parce que, en fait, si elle est charnue, ça veut dire qu'à l'intérieur, tu as beaucoup de matière. C'est ce qu'on appelle, le caviar de vanille. Et en fait, ce caviar de vanille, c'est cette partie-là qui renferme le plus de molécules, aromatiques. Ton enveloppe, elle va en contenir aussi, elle est importante, mais c'est vraiment, voilà, si,
Peu importe que tu aies réussi à maintenir de l'humidité ou pas dans ta vanille, si elle était de bonne qualité, elle est charnue, elle a de la matière à l'intérieur. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder et à partir du moment où tu achètes, une gousse de vanille, entière et que tu vois pas dessus de moisissures ou ce genre de choses, en règle générale, normalement, ta vanille, elle doit quand même être assez bonne. Là où il faut faire attention, c'est quand tu vas acheter, de l'arôme vanille ou, de la poudre de vanille. C'est vraiment là où il va falloir faire attention, à l'étiquetage. Parce que, par exemple, sur ta poudre de vanille, c'est là où, tu peux avoir 2 qualités, opposées. Tu vas avoir la poudre de vanille, entière, donc ça veut dire que c'est juste une vanille, justement une gousse de vanille qu'on a fait, enfin qui était bien sèche et qu'on a broyée entièrement. Donc là, tu vas te retrouver donc, ça veut dire dans ta poudre de vanille, tu vas avoir le caviar de vanille plus l'enveloppe. Donc Donc là, ça, quand c'est un c'est produit. écrit poudre entière, c'est qu'on a le caviar plus l'enveloppe de la vanille. Oui, voilà. Normalement, tu as vraiment, la gousse de vanille dans son ensemble qui a été broyée. Donc là, tu as un produit, un produit normalement qui a des bonnes caractéristiques, organoleptiques et voilà, tu as un produit de qualité. Mais ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est, de la poudre de vanille épuisée. Heu et ça, en fait, c'est, les résidus de l'extraction de vanille, enfin pour la fabrication d'extrait de vanille, qui ont été séchés et broyés. Donc en fait, c'est la gousse de vanille dont on a pompé toutes les molécules aromatiques et qu'on a broyé ensuite et donc en fait, ça c'est, tu perds toutes les caractéristiques organoleptiques et c'est simplement ça va juste te permettre de donner un aspect, enfin, ça va être un marqueur visuel dans ta glace ou dans ta crème mais ça va pas t'apporter de goût et en plus, souvent, ce qu'il faut faire aussi, là où il faut, être attentif sur la poudre de vanille, c'est que souvent, en fait, ils ajoutent, d'autres produits. Donc soit ils vont ajouter du sucre, bon et là, ça passe encore, ça te fait on va dire un sucre vanillé, si c'était de la poudre entière. Si jamais c'était, de la poudre épuisée, bon, bah, là, tu as juste du sucre avec, des petits points noirs, quoi. Et mais parfois, ils ajoutent aussi, de l'amidon, ce genre de choses. Donc il faut vraiment faire attention quand tu achètes de la poudre de vanille, que c'est la poudre de vanille entière, point barre et que, il y a rien d'autre qui a été ajouté. Ensuite, tu as l'extrait naturel, de vanille. Donc c'est là aussi en fait, où tu as enfin l'extrait naturel de vanille, donc ça c'est, produit à partir de vanille, ça va. Mais tu as l'arôme, dès qu'il y a le terme arôme, c'est là où ça devient très compliqué. Je t'avoue que même moi souvent, je m'y perds. Mais, tant que ce qu'il faut retenir, c'est que si tu as pas écrit arôme naturel de vanille, c'est que, potentiellement, ton produit, il vient pas de la vanille, à la base. D'ailleurs, sur les arômes, vous avez un article complet, sur In Nat We Trust, arômes alimentaires et exhausteurs de goût. Je vous mettrai le lien, dans les notes de l'épisode si vous voulez tout savoir sur arômes naturels de parce qu'effectivement, c'est pas facile de s'y retrouver et quand on sait pas du tout, on se dit: «Ah bah, c'est bon, il y a de la vanille dedans», alors qu'au final, comme tu l'as dit juste avant, les industriels, ils jouent énormément avec ça et Ouais. la vanille épuisée, là, comme tu disais, mais en fait, c'est juste un marqueur visuel. Il y a zéro vanille dedans et ça, faut vraiment, en fait, Bah, s'en rendre il y compte, a quoi. c'est Oui, un pro ça vient de la vanille, mais tu as il y a vraiment plus les aucun arômes et arôme. toutes les Oui, saveurs, voilà. ouais, voilà, ouais. Donc, Mais si tu voulais faire une préparation et donner du goût, de vanille, à ton produit, là, c'est loupé. Mais en fait, du coup, c'est sur ça que souvent les industriels, ils jouent, tu vois? Quand, je te parlais une glace à la vanille, ben, voilà, en France, on va parler de glace à la vanille, mais finalement, en fait, ce que l'industriel aura fait, c'est que, il aura utilisé de l'arôme vanille, donc qui, en fait, ne correspond qu'à de la molécule de vanilline. Donc, tu vas avoir que le goût de la vanilline et pas, donc les 200 autres molécules, aromatiques
et il va ajouter de la poudre, ou de la vanille épuisée, donc de la poudre de vanille, épuisée, à sa crème glacée. Comme ça, toi, tu vas voir les petites, taches, comme les grains de vanille. Tu vas te dire: «Ah, ben il y a de la vanille dedans», parce que d'un aspect visuel, ça va ressembler, mais en fait non, parce que, même, tu as la vanilline, l'arôme vanille, même si, parfois tu as l'appellation, tu vois, tu vas avoir, vanilline, naturelle. Tu vas te dire: «Bon, beh, c'est de la vanilline qu'on a extrait de la vanille parce que c'est naturel». Mais en fait non, ta molécule de vanilline, elle peut provenir, d'autres matières premières, naturelles, notamment de, la betterave ou du son de riz, en fait. La betterave et le son de riz, ils contiennent, la molécule de vanilline et en fait, on l'extrait, de ces produits-là. Donc, ta vanilline, elle a pas forcément de lien direct avec, la vanille. Elle peut être naturelle, mais elle peut aussi être, produite de manière, totalement, chimique et Mais tu as voilà raison, donc c'est la même chose avec les fraises, quand on a de la fraise voilà. épuisée, on récupère les petites graines et comme ça dans votre confiture, vous voyez les petites graines, mais alors il y a zéro fraise dedans, c'est juste les graines qu'ils ont récupérées parce que personne en veut, c'est limite un déchet et puis, bah, Mmh, voilà, ils les récupèrent, on met un peu d'arôme et ça donne un super goût. ouais. Hem, j'ai perdu ma phrase, hem, Non, mais voilà, donc c'est les stratégies en fait des industriels pour, remplacer la vanille parce que quand, la vanille, coûte, extrêmement cher, bah, forcément en fait, c'est difficile, d'en intégrer à une, glace vanille, bon marché. Donc c'est sûr qu'ils essayent de trouver, d'autres, substituts en fait. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que attends, j'essaye de retrouver quelques chiffres, mais oui, donc voilà, la vanilline, tu vois, c'est l'arôme de synthèse le plus produit dans le monde, aujourd'hui, avec une production, annuelle estimée à 15 000 tonnes. Alors que, la production de vanille, annuelle, on est autour, on monte rarement au-dessus des, 6 000 tonnes. Donc tu vois, déjà et en fait, dans une gousse de vanille, il y a généralement maximum 2 de vanilline. Donc ce qui te ramènerait, je crois, grosso modo à 120 tonnes de vanilline, produite, naturellement à partir de la vanille. Donc mmh, 120 tonnes, alors que la demande mondiale, elle est à 15 000 tonnes. Donc dans tous les cas, tu es obligé de trouver d'autres sources. Mais c'est en tant que consommateur, si tu veux consommer de la vanille, du goût de vanille, il faut vraiment se tourner soit vers une gousse de vanille entière, soit vers un extrait naturel de vanille. Parce que dans l'extrait naturel, tu vas retrouver toutes les autres molécules, aromatiques. Alors que si tu te tournes uniquement vers un arôme vanille, tu vas te tourner en fait finalement vers un arôme vanilline et donc tu vas avoir un goût qui est tronqué. Donc après tout dépend de ce que tu recherches, et aussi, bah, forcément de ton budget. j'avais une petite question par rapport aux gousses de vanille. Ouais. Est-ce qu'il y a des arnaques également, enfin des arnaques, des subterfuges, on va dire, que les industriels utilisent? Par exemple, je prends l'exemple, du safran. Mmh. Le safran, c'est également un produit qui coûte très, très cher et je sais qu'il y a la fleur de Cartam qui ressemble, vraiment à apparemment les petits filets là de safran, Ouais. pareil et dans les pays, par exemple, un peu africains, Maroc, Tunisie et cetera et ben, ils vendent, cette Du vrai fleur de safran. Cartam, voilà et ils disent que c'est Ouais. du vrai safran. Du coup, est-ce qu'avec la gousse de vanille, il y a quelque chose qui peut ressembler aussi à la vanille? On dit que c'est de la vanille alors que c'est totalement autre chose? Non, je mettrais pas ma main à couper, mais j'aurais plutôt tendance à te dire non ou du moins je suis pas au courant. Mais en fait, les industriels, beh, voilà, comme ils vont plutôt jouer sur, sur cette poudre de vanille, sur les arômes, mais sur le produit, entier, heu, je pense qu'il y a pas grand chose qui ressemble à une vraie gousse de vanille. D'accord.
Ouais, de toute manière, il vaut mieux consommer de toute façon le produit entier, hein, comme toujours, parce qu'effectivement, dès qu'on va consommer ne serait-ce que même une extraction d'huile essentielle, de vanille, alors il y a sûrement plusieurs façons de faire, mais on peut utiliser peut-être un solvant, je sais pas, je donne, l'hexane, par exemple, où c'est un solvant neurotoxique, donc c'est super. Alors on a de l'extrait d'huile essentielle de vanille, mais en même temps, on a un petit peu d'hexane qui, va potentiellement, enfin, c'est potentiellement cancérigène, donc au niveau de la santé, c'est vraiment zéro, quoi, donc Ouais. Oui, dès que tu te tournes vers des produits, transformés, tu prends, enfin, ouais, tu tu perds la trace, vraiment de ah, ton c'est produit ça. Et brut. puis les industriels, ils peuvent aussi mettre, différentes choses parce qu'ils ont le droit à 5 environ, de matière extérieure, donc dès que c'est réduit en poudre ou autre chose, on n'est jamais vraiment sûr d'avoir, que de la vanille ou autre Ouais, chose, quoi. mais après voilà, sur la vanille, en fait, tout dépend du type d'utilisation que tu veux en faire. Tu vois, moi, je te disais qu'il y avait plusieurs grades, différents de vanille qui existaient. C'est pas forcément une classification en fonction de la qualité, tu vois? Tu peux avoir, en fait, les différents grades. Pour moi, ça dépend vraiment de l'utilisation que tu veux en faire. Donc le grade gourmet, c'est pour l'utilisation à la gousse, pour le consommateur, final. Voilà, c'est une gousse qui a besoin d'être souple pour que tu puisses bien la couper avec ton couteau, récupérer le caviar. Et les autres grades, en fait, ils vont être de plus en plus secs. Donc, eux, en général, ils sont, destinés, bah, justement aux industriels qui font de l'extraction. Mais par exemple, tu vois, tu pourrais très bien utiliser une gousse de vanille qui a séché pour, toi, la mettre, dans du rhum si tu veux faire un rhum, arrangé. Utiliser des gousses, qui ont, séché, pour en faire de la poudre entière. Ça, par exemple, tu vois, la poudre entière, elle est plutôt, adaptée, à un chocolatier qui voudrait intégrer de la vanille, à sa production. Parce que, quand tu fabriques du chocolat, d'utiliser une gousse de vanille qui est gorgée en eau, c'est pas bon pour ton chocolat. Donc tu dois vraiment ajouter une matière première, sèche. Donc là, la poudre de vanille, ça va être top. Et après, tu as même en fait, la possibilité d'acheter uniquement du caviar de vanille. Donc ça, c'est vraiment, tu vois que on a récupéré que l'intérieur, des gousses et ça, souvent, tu vois, ça va être plutôt justement un glacier qui va préférer ça parce que comme ça, il va pouvoir, l'ajouter directement à sa crème glacée et ça va être plus facile, d'utilisation. Donc, tu as vraiment ces différents produits, enfin, ces différentes formes de vanille, qui sont à utiliser suivant toi tes besoins. Et au niveau de la vanille, est-ce qu'il y a une application, sur la santé ou non, c'est vraiment, simplement organoleptique? Hem, il y a, dans les écrits, tu retrouves, certaines, vertus qui pourraient être vantées sur la vanille, mais, c'est pas vraiment, c'est pas une plante, médicinale comme le gingembre ou la cannelle. Je reviens souvent sur ça parce que ça, c'est des épices qui sont très puissantes et très connues pour leurs vertus médicinales. Mais après, par contre, tu vois, la vanille, elle peut être intéressante, dans les produits justement pour sportifs ou, pour les produits, allégés, en sucre et en gras. Parce qu'en fait, la vanille, elle a, justement des caractéristiques, organoleptiques, assez douces, assez rondes. Donc quand tu enlèves du sucre à une préparation, le fait d'ajouter de la vanille, ça va te permettre de combler un peu ce manque, en sucre et elle a aussi on lui vante un peu des notes un peu, beurrées et donc en fait, dans tes produits allégés, le fait d'ajouter de la vanille, ça va te permettre en fait, de compenser, cette perte de saveur que tu as eue en enlevant du sucre, et du beurre. Et donc, c'est pas mal d'en ajouter dans tes produits, allégés. De vraie vanille, hein, pas d'arôme de vanille. Oui, de vraie Ceux vanille, qui nous voilà. écoutent, on confond pas. Ouais, oui, Une fois qu'on a acheté notre vanille, est-ce qu'il y a des façons de la conserver? ouais. Hem, tout le jeu sur la vanille, c'est de, limiter, sa perte en eau pour que tu puisses continuer à la travailler, facilement. Donc forcément, c'est de la mettre dans un environnement, hermétique.
Mais après, la vanille, c'est un peu comme toutes les épices. Il faut pas la mettre en contact direct avec la lumière parce que tu peux avoir une oxydation en fait qui se perd. Euh, voilà, la mettre dans un environnement hermétique parce que en fait les molécules aromatiques, elles sont souvent assez volatiles. Donc l'objectif, c'est de pas tout perdre. Et donc le mieux, c'est de la mettre voilà soit dans un tube, tu vois, dans un tube en verre qui est bien fermé ou dans une boîte métallique, mais avec le vide possible. Et en vrai, je te dis mettre dans un tube à essai en verre, mais dans ce cas-là, il faut bien le ranger dans le placard parce que là, mon tube, il n'est pas opaque. Dans l'idéal, il faudrait qu'il soit opaque. Et donc, ne pas mettre la vanille en contact avec d'autres épices fortement odorantes, parce que ça pourrait altérer son goût et son odeur. Et bon, la méthode la plus facile pour conserver l'humidité, ça serait de la mettre sous vide. Mais moi, c'est pas bon. Déjà, quand tu as qu'une seule gousse, tu vas pas t'amuser à la mettre sous vide. Mais dans tous les cas, tu vois, quand tu fais du commerce de vanille, moi, je suis pas une grande fan du sous vide parce que je trouve que le plastique finit toujours par donner un peu une odeur au produit. Et tu as aussi le risque, en fait, en mettant sous vide, d'avoir une pression trop importante. Et si tu presses trop ta vanille, tu vas faire sortir l'huile qu'elle contient. Et donc, en fait, au moment où tu vas la sortir de ton sous-vide, elle va sécher encore plus rapidement. Du coup, est-ce que tu as un endroit ou je sais pas, même un site, hein, on peut citer des sites internet, où, on peut acheter de la bonne vanille? Parce qu'effectivement, quand on va au magasin, la plupart des gousses de vanille, elles sont dans un sachet en plastique, transparent, donc ça fait combien de temps qu'ils sont là? Enfin, Ouais. Un site précis, en France, je ne saurais pas vraiment te dire. C'est vrai que depuis que je suis de retour en France, j'essaye de regarder un petit peu les stands. Hem, mais finalement, tu vois, ces derniers temps, c'est quand je passais dans des boutiques malgaches. Je regardais un peu leur qualité de vanille et finalement, elle était pas si mal parce que eux, ils ont toujours de la famille qui est restée au pays et qui leur envoie un peu de vanille. Et du coup, tu limites les intermédiaires et en fait, tu limites le temps de stockage. Tu vois, par exemple, Vainé, ils peuvent avoir à la base de la bonne vanille, mais en fait, la gousse de vanille, elle a mis tellement de temps à arriver sur l'étal et chez toi qu'elle a vraiment perdu en poids et en qualité. ouais, pas simple, hein, tout ça. Ouais, non, pas simple. On Pas arrive simple, pas simple. à la dernière question de l'épisode. C'est quoi, toi, ton petit plaisir coupable alimentaire? Ta collation ou ton snack favori? Ça peut aussi être, un plat. Ouais. Hem, bon, moi, on va dire dans le produit que je consomme vraiment quotidiennement, je vais pas être très originale, mais c'est vraiment le carreau de chocolat noir. Combien de Ça pourcents? fait en général, je suis minimum sur un 72 et en fait, justement, tu vois, moi, je suis originaire du Pays basque et au Pays basque, Bayonne, c'est ce qu'on appelle, c'est la capitale du chocolat en France parce que c'est via Bayonne que le chocolat est arrivé en France dans les années 1600 à l'époque. Et donc, tu as pas mal de bons chocolatiers qui travaillent la fève directement. Et donc, j'ai mon petit chocolatier qui d'ailleurs me prenait de la poudre de vanille direct depuis Madagascar. Et lui, enfin, pour moi, il fait vraiment des chocolats, des tablettes super bonnes. Et donc, à chaque fois que j'y passe, je suis obligée de refaire mon petit stock. Et comme il travaille avec des associations de producteurs aussi, il travaille des pures origines. Et donc, c'est pas mal. Ça permet de tester pas mal d'origines. Mais donc, c'est vraiment mon plaisir quotidien. Après, je suis très gourmande. J'ai plein de plats devant lesquels je craquerai, mais Tu peux citer ça le nom, de ton chocolatier? Comme ça, au ouais, moins, s'il y en a qui connaissent, il s'appelle Monsieur Chocolat. Chocolat? Ouais,
Un peu à la méthode basque, c'est Txokola. Ok. Voilà, et c'est en plus c'est un chocolatier engagé, passionné, qui aime échanger sur son métier. Et du coup, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui et à chaque fois, je prends du plaisir à manger ses produits. Super, bah, j'irai faire un tour. Je vois qu'il a un site internet, j'irai y faire un tour. Ouais, ouais, Eh ben écoute, Alissa, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour toutes tes explications. Je pense que là, maintenant, nos auditeurs sont devenus des experts de la vanille. Ils c'est se feront sûr. plus avoir maintenant. Et si vous avez manqué quelque chose, réécoutez l'épisode parce qu'il y a beaucoup d'informations. Je te remercie beaucoup. Et puis, bah, je te dis Merci Mehdi pour l'invitation, de m'avoir donné l'occasion de parler un petit peu plus de la vanille, qui est voilà, la reine des épices, mais qu'on connaît assez mal. Et j'espère que les auditeurs, comme ça aussi, ils sauront pourquoi ils payent une vanille aussi chère. Mais bon, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais une gousse de vanille vendue en France à 7 euros, c'est de l'abus. Clairement, même quand les prix de la vanille, ils montent énormément. Voilà, une gousse de vanille, franchement, pour pouvoir se l'offrir, elle devrait être autour de 3-4 € grand maximum. d'accord. Ah ouais. Même Bah, à ce déjà, prix-là, elle 3-4 € permet une gousse. de... Oui, c'est cher, c'est très cher. Moi, tu vois, en vendant directement depuis Madagascar, je pourrais te vendre la gousse de vanille à 1,50 €. Ça serait plutôt son prix. Mais c'est vrai que sur les étals, mais même en supermarché, on la voit souvent plutôt autour de 4 €. J'ai vu parfois des 10 € la gousse. Et ça, c'est des prix clairement excessifs. Donc, ouais, moi, je dirais ne pas dépasser 4 € le prix de la gousse, sinon vous vous faites avoir. Voilà, ça, c'est un super conseil, en tout cas. Voilà, Merci beaucoup, dans tous les Alissa. cas. Merci à toi et puis bonne journée. À toi aussi. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.